Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode d'Histoire de père. Merci d'avoir sélectionné notre balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland et aujourd'hui, on va jaser des questions que se posent parfois les pères avant de devenir père. Et pour ce faire, je reçois non pas un, mais deux invités. Benoît Perrier et Marie-Josée Juteau de l'organisme Entre maman et papa. Ça ressemble à quoi là, ton temps actuellement dans une semaine? Fait que là, on divise ça en pourcentage à peu près. Là, après ça, je leur dis, bon, je prends une grosse partie de l'assiette, là, je l'enlève, là, je leur dis, bon, ce temps-là, il disparaît parce que bébé arrive puis bébé va avoir besoin de toi. Donc, comment tu répartis ton temps? Est-ce que tu enlèves des trucs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vous soutenir pour te permettre de faire des trucs que tu dis, non, ça, je veux pas toucher à ça, ça en va de ma santé mentale si je continue pas à faire tel truc. Donc, tu sais, j'essaie avant qu'ils attrapent le mur, là, de les conscientiser. Devenir père, c'est une grande aventure pour laquelle on n'est jamais complètement prêt. On a beau se préparer mentalement, s'informer, se visualiser soi-même en train de changer des couches et lire tous les dossiers sur le site de Naître et Grandir. Il reste que devenir père, c'est inévitablement plonger dans l'inconnu. J'ai très hâte d'entendre mes invités nous parler des mythes, des peurs, des tabous et des mille et une questions que se posent les futurs pères. Benoît et Marie-Josée sont tous deux intervenants en périnatalité et ils pilotent des rencontres prénatales, dont certaines juste pour les futurs papas. Bonjour Benoît, bonjour Marie-Josée. Bonjour. D'ailleurs, c'est une grande première aujourd'hui d'avoir une présence féminine dans notre balado. Bienvenue, Marie-Josée. Merci, parce que vous êtes de l'organisme Entre maman et papa, donc on ne pouvait pas vous séparer, là. Exactement. Ça vient. Ouais, ça tout vient un duo. Merci d'avoir pris le temps de venir jaser de paternité et de pré-paternité. C'est ce que vous aidez à préparer avec vos rencontres. J'imagine que les nouveaux papas se posent beaucoup de questions avant de devenir papa. Puis on va parler de ça, vos rencontres, vos cours prénataux. Mais avant, j'aimerais savoir un peu votre parcours. Qu'est-ce qui vous a amené jusque-là? En fait, moi, c'est un honneur d'être là, mais je vais vraiment tenter de parler au nom des pères. Donc, je ne suis pas ici pour donner mon opinion de femme, mais bien de partager mon expérience avec les papas. Dans mon parcours, j'ai travaillé au début en garderie. Donc, il y a plus de 30 ans, j'ai commencé à accompagner comme ça les pères, donc les familles. Puis, de fil en aiguille, ça a été après la massothérapie et l'accompagnement à la naissance, donc le travail très concret directement en préparation et l'accouchement. Puis là, je continue à collaborer avec Entre maman et papa. C'est comme un bonbon, ce projet-là avec les pères, avec Benoît. Fait qu'on voit que ça fait longtemps que tu es dans ce domaine-là. Ça fait très longtemps. Et toi aussi, Benoît? Ça fait longtemps? Moi, je suis papa, donc je suis arrivé à l'organisme en tant que membre utilisateur des services, donc via un camp d'été là, familial. Et par la suite, il y avait peu d'activités là, qui étaient dédiées au papa, donc... Marie-Ève, qui est une intervenante psychosociale à l'organisme, a décidé là, d'amener un volet papa un peu plus grand. Donc, on a commencé à co-animer ensemble. C'est notre 10e année, là, le premier groupe de papas qui s'appelle Cœur de père. Et bon, par la suite, on a fait plein d'autres activités ensemble en coparentalité. Puis il y a même le nom qui a changé parce que jusqu'en 2016, ça s'appelait Entre maman, bienvenue au père en plus petit. Et là, ça a changé là, depuis 2016, le logo Entre maman et papa. Puis moi, c'est ça. Je suis passé de bénévole pendant 8 ans à employé comme intervenant là, depuis 2 ans. Mais c'est super intéressant parce que c'est ça, tu as vu l'évolution de tout ça, même que tu as participé finalement à faire avancer ce dossier-là, de l'implication des pères. Exactement. Puis toi aussi, Marie-Josée, tu as dû le voir à travers tes 30 années d'expérience dans le domaine, à peu près. Surtout ces rencontres périnatales, c'est comme un baromètre super intéressant pour voir où en est l'implication des pères dans les jeunes familles. On dit qu'on est en transition encore, mais que ça a beaucoup changé. D'où on part, puis où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui, selon toi? Bien, j'ai envie de dire que dans mon parcours, c'est comme ça. C'est comme j'ai toujours, depuis le début, côtoyé les pères, mais l'espace qu'eux avaient pour s'exprimer, la reconnaissance que la société, l'environnement, le lieu où on leur donne, c'est surtout ça, moi, je trouve, qui a changé. Les pères n'ont pas tant changé que ça. Puis
oui, comme tout le monde, il y a de l'évolution, là, mais l'espace qu'on leur donne, c'est ça que je trouve qui a beaucoup plus changé. Comme on le voit juste au niveau de l'organisme, là, l'évolution qu'il y a eu. Donc, pour ma part, c'est ce qui me touche, c'est de voir comme que tranquillement, la société comprend, s'éveille et donne cet espace-là au père de Oui, reconnaissance. Tout à fait. Il fallait le faire, en fait. Mais il faut continuer. Et oui, puis les pères ont sauté sur l'occasion de le faire. Vous n'avez pas de difficulté à trouver des gens pour revenir à vos rencontres? Bien, tu sais, v'là 10 ans, quand tout ça a commencé, c'est venu de la demande de certains papas. Donc, de vouloir avoir des activités, de vouloir avoir des rencontres entre eux. Puis on a même, v'là 2 semaines, inauguré un local pour les papas où les papas viennent jaser entre eux. Puis je co-anime un peu ces discussions-là. Puis c'est des discussions de 2 heures, mais ça se termine souvent sur le trottoir devant l'organisme. Puis il est rendu 11h30 le soir, puis ils ont encore envie de jaser là, de paternité puis de parentalité. Donc, je pense que le fait d'avoir maintenant des espaces qu'il n'y avait pas avant leur permettent justement de vouloir jaser là, de parentalité, de paternité. Puis il y en a sûrement qui viennent chercher de l'information concrète ou qui ont peut-être des idées préconçues. Est-ce que vous avez des fois des questions qui vous font même, qui sont surprenantes, là, genre quelqu'un qui demande est-ce que c'est vrai que la mère, ça fait si mal que ça, l'accouchement, ou est-ce qu'il y a des questions vraiment comme ça maintenant? Il y a plein de questions. Tu sais, c'est des questions, mais c'est surtout des idées préconçues. C'est des, tu sais, comme genre, moi, je leur demande souvent, c'est quoi pour toi un accouchement? Mais si je te demandais à toi, c'est quoi pour toi un accouchement? Puis là, ben, mettons, le gars, il me dit, ben, c'est qu'on va m'amener, ça va arriver, on va partir à l'hôpital, puis ma blonde, elle va accoucher, ça va faire mal, mais elle va accoucher. OK, mais attends une minute, là, un accouchement, combien de temps ça peut durer? Ben, je sais pas, 7-8 heures. Non, attends, c'est 24 heures, 30 heures, c'est correct, c'est normal. Là, on part dans, tu sais, c'est vraiment, oui. Est-ce que c'est des questions? Pour moi, je pense pas qu'il y a aucune question qui n'a pas rapport, mais des idées préconçues. Oui, ça, il y en a beaucoup. Ou des petits questionnements. Fait que c'est très large, finalement. Oui, les questions vont aller dans différentes directions, que ce soit même par rapport au congé, qu'est-ce qu'on va prendre comme congé? Est-ce que je vais être un bon père, si on l'entend souvent aussi? C'est quoi les modèles de père auxquels je peux... Parce qu'il y en a que, bon, leur modèle de père à eux... est peut-être pas celui qu'ils veulent devenir. Donc, ils essaient de s'approprier des modèles qui existent. Ou, Il y en a beaucoup qui viennent, puis ils viennent parce que leur première expérience, ça s'est pas passé comme ils pensaient. Fait qu'on a ça dans nos rencontres. Presque à chaque groupe, on a soit que ça s'est passé par césarienne, puis ils veulent se préparer différemment, soit parce que c'est dans un autre pays, ou soit tout simplement, c'est pas la même chose. Puis ils se disent, hey, moi, la première fois, j'aurais aimé mieux être préparée. Bien, c'est beau aussi. C'est parce qu'ils ont réfléchi puis ils veulent faire mieux, ou en tout cas être plus impliqués. Mieux préparés, oui. Mieux préparés. Tout à fait. Dans les rencontres, est-ce que les pères parlent aussi, mettons, du congé parental, de tout ce qui vient avec ça? Oui, il y a eu beaucoup de changements par rapport à ce niveau-là, surtout avec l'arrivée du RQAP, il y a 17 ans, si je me souviens bien. Les congés ont changé. Il y a maintenant des bonifications. Bon, il y a des congés de père, les 5 semaines. Mais j'entends encore beaucoup. Tu sais, je marchais dans la rue l'autre fois, puis il y a un papa qui disait ma blonde, elle m'a donné tant de semaines de son congé. En fait, on parlait du congé parental, mais c'est comme si, pour certaines familles, il appartient encore à la maman, là, cette décision-là de donner des semaines. Ou il y en a qui vont en discuter plus, il y en a qui vont même le partager. Pas juste du côté financier. Est-ce qu'il y en a qui veulent pas le prendre, par exemple? Bien, il y en a je pense qu'il y en a qui ressentent même encore dans certaines entreprises ou dans leur milieu de travail cette pression de pas pouvoir le prendre encore. Tu veux dire, parce que ça va être mal vu? Oui, ça va être mal vu. Okay. J'ai même quelqu'un dans ma famille qui on riait de lui parce qu'il allait prendre un 8 semaines total, puis on riait un peu de lui. Ça, c'est les pères qui disent ça. Oui, c'est d'autres hommes dans son entreprise qui riaient un peu du fait qu'elle allait être à la maison, à créer le cocon avec bébé, avec maman. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ça, mettons, quand ça sort? Ben, c'est sûr que lui, il expliquait tous les avantages que ça allait amener, justement, faire un peu de sensibilisation, le lien d'attachement qu'elle allait créer avec son enfant et tout ça.
Tu sais, on parle souvent là, de l'équipe, là, l'équipe familiale, que le père soit pas juste la roue de secours, mais qu'il soit aussi là, partie prenante là, de l'équipe parentale. Donc, on ne veut pas le boss puis le sous-traitant en dessous, on les veut un peu à la même égalité. Puis, il y a aussi l'enjeu là, quand ces congés-là arrivent, puis quand le père retourne au travail, je le vois beaucoup dernièrement aussi, la pression. Si on avait un emploi où on devait performer, là, on retourne au travail, on a quand même, on prend soin de bébé à la maison quand on revient le soir, on retourne travailler. L'ego va même être attaqué chez certains papas qui se disent « Hey, je suis aussi bon qu'avant, je performe. Est-ce que je remplis les attentes que je remplissais avant? » Tu sais, un papa que son emploi, c'était quelque chose de super important avant l'arrivée de l'enfant, ben des fois, les priorités vont changer avec l'arrivée de bébé. Puis, tu sais, des heures supplémentaires qu'on faisait avant de finir à 6, 6h30, 7, ben peut-être que là, on va vouloir finir à 5 puis dire, ben moi, je m'en vais à la maison, je m'en vais prendre soin de mon enfant, je m'en vais prendre soin de ma conjointe. Donc, c'est un déchirement parfois, puis ça vient attaquer un peu l'ego de performance qu'on a encore aujourd'hui. Et Marie-Josée, je sais qu'il y a une expression que tu aimes beaucoup. Tu dis que ton métier, c'est d'abord de péter des ballons. Bien, d'abord, je dirais pas ça, mais entre autres, effectivement, c'est de péter des ballons sur... c'est sûr que principalement, les ballons, je les pète déjà par rapport à quand on parle directement de l'accouchement. Ouais. Mais dans le postnatal aussi, là, tu sais, quand on parle du temps après l'accouchement, ben le monde, les gars, ils vont dire « Ah, ben non, mais... c'est pas si pire. Non, attends, c'est difficile. Ouais. Le temps se sépare, mais pour l'accouchement. Mais justement, oui, parle-moi du début, là, parce que des fois, pour eux, c'est quoi une situation de rêve? On va être à l'hôpital? On peut être à l'hôpital, mais mettons, si on veut un couple qui se dit, nous, on se prépare, on se prépare à vivre ça ensemble, à vivre ça dans l'intimité. Puis là, moi, j'ai été accompagnante à la naissance longtemps, puis assistante sage-femme. Donc, dans les deux, avez-vous une accompagnante? Non, on veut vivre ça dans l'intimité. OK, tu t'en vas accoucher à l'hôpital, puis tu penses que tu vas vivre ça dans l'intimité. Tu vas passer combien de chiffres d'infirmières? Il va y avoir les étudiants. Puis là, déjà, là, tu vois comme l'espèce de ballon qui se dégonfle. Là, fait que, OK, tu sais, puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'intimité? Ouais. Si le scénario il est comme ça, fine, c'est beau, mais s'il se passe ça, etc., c'est là où on peut péter des ballons. Oui, mais il y a des bonnes chances que l'accouchement ne soit pas exactement comme un père peut se l'imaginer. En fait, les accouchements sont rarement comme on les a prévus, puis c'est correct, c'est ça l'histoire de la vie. Hein. Nos bébés vont être uniques, puis leur naissance, elle l'est tout autant. Mais ouais, c'est ça, c'est ça pour moi, péter une ballonne, c'est de dire... Puis des fois, je leur dis, ta blonde, elle n'aimera pas ça à soir, là, que tu arrives, puis que je t'ai dit ça, puis que je t'ai dit, hey, attends, chérie, on va reparler du plan de naissance, parce que, ça se peut, mais... Je pense que si on ne l'aborde pas, puis que là, le scénario il se produit différemment, comment tu fais pour pouvoir te positionner puis être solide? Outillé, oui, dans le concret. Dans le concret. Là, ça va être la plus belle journée de votre vie, mais qui va être complètement désagréable de A à Z. C'est ça qui est merveilleux dans un accouchement. Une autre balloune, sûrement qu'on peut péter dans ces rencontres-là. Peut-être, Benoît, tu as plus d'implications là-dedans. C'est celui de l'attachement. Tu sais, parce que les pères, on ne le porte pas comme tel, le bébé. Puis des fois, peut-être que certains pères qui peuvent avoir de la difficulté à trouver la connexion avec leur bébé au début. Ça dépend des gens, ou à la même vitesse que la mère. C'est peut-être un sujet tabou. Oui, bien, tu sais, on aborde les 3 facettes là, dans nos rencontres, là, la grossesse, l'accouchement, le postnatal. Puis il y a des papas qui ne vont pas connecter avec l'enfant lors de la grossesse, qui vont pas nécessairement parler à l'enfant, ils ne le portent pas. Donc, la connexion peut être difficile. Puis il y en a que, quand le bébé va arriver, quand maman va accoucher, wow, là, ça va se produire, l'attachement, la surprise. Mais il y en a pour qui ça va même pas arriver à ce moment-là. Puis il y en a que ça va même prendre plusieurs mois. Il y a des papas, là, par exemple, où ils s'attendaient à avoir un garçon, puis là, ils ont eu une fille. Donc, il y en a pour qui ça va prendre même quelques mois, même années, là, jusqu'à ce qu'une connexion se produise avec leur enfant. Puis ils vont partager ça avec les autres pères. Ben oui.
il y a plein d'autres actions que papa peut faire lorsqu'il y a un allaitement qui est même, admettons, exclusif. Puis des fois, c'est ça. C'est juste nous autres, on est là pour leur donner comme des outils. Il y a du pot à pot, et on peut faire prendre le bain, on peut faire papa peut sortir, aller faire du portage. Donc, c'est ça, cet attachement-là peut se faire de différentes façons, pas juste via l'allaitement avec maman. Fait que, tu sais, on est là pour leur donner plein d'exemples fun aussi de moments qu'ils peuvent recréer là, avec leurs enfants, avec leurs enfants. Ouais, justement, je reviens, mettons, à la grossesse. Est-ce qu'il y a des pères qui s'impliquent beaucoup, qui posent des questions sur le corps de la femme, la façon dont elle passe sa grossesse, l'alcool, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle ne doit pas manger? Est-ce qu'ils ont des inquiétudes là-dedans? Est-ce que ça sort? C'est ressorti dans des rencontres, même des préoccupations, justement, par rapport à l'alcoolémie fétale et tout ça. Donc, ma blonde veut boire, qu'est-ce que je fais? C'est sûr que c'est pas mon corps, je le sais que ça peut avoir des effets sur le fœtus. Donc, ça amène des questionnements lors de nos rencontres. Ça peut être, il y a des papas qui nous ont posé des questions sur comment je peux bien accompagner ma conjointe, je la sens fatiguée, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux préparer tout ça, la soutenir et tout ça? Fait qu'ils des fois, ils sont confrontés face à des situations qui sont vraiment difficiles, puis ils savent pas trop comment intervenir, justement, lors de la grossesse. C'est pas évident, là, ça. C'est-à-dire que, il paraît que c'est dangereux, l'alcool pour le bébé, mais ma blonde, elle veut boire. Mais c'est pas toi qui le porte. Mais attends, mais c'est mon bébé, comment on jase? Oui, effectivement. Puis des fois, c'est peut être la mère qui, a ses propres questionnements-là, mais non, certainement que plusieurs pères le vivent puis s'inquiètent, mais comment je fais pour l'aborder avec ma blonde? Puis comment je fais pour... c'est son corps. Ils viennent en parler avec vous pour avoir des ressources, puis peut-être qu'après ça va pouvoir ouvrir la discussion à la maison. Vous devez vous ajuster aussi, j'imagine, aux différences culturelles, puis répondre à différentes questions qui viennent de ça, peut-être? Oui, parce que tu sais, on a des gens issus de toute culture, puis il y en a. Moi, ma femme, vient d'Algérie, donc je connais un peu la situation là-bas. Puis c'est rare qu'on voit des papas dans les salles d'accouchement en Algérie. Et ici, tu sais, nous, on a pas cette pression-là, mais on veut que les papas soient super impliqués dans la salle d'accouchement et tout ça. Donc, je pense que c'est de trouver le bon point, là, le bon niveau pour que la famille, le papa se sente bien dans la situation. Donc, des fois, c'est, papa ne sera pas dans la salle d'accouchement, il va attendre à côté quand bébé va arriver, il va se présenter, il va prendre l'enfant. Donc, tu sais, c'est d'aller un peu prendre le pouls de qu'est-ce qui va être bien pour eux, même si nous, ici, on se dit, on veut les avoir impliqués, les parents, de telle et telle manière, mais je pense qu'on ne veut pas mettre de pression non plus sur des papas qui le vivraient ou des familles qui le vivraient différemment, là, qui amènent leur bagage culturel aussi. C'est très difficile parce que, tu sais, veut pas, il va avoir du jugement de l'équipe autour. Là. Fait que moi, je trouvais que c'était ma job d'essayer de leur expliquer pourquoi ici au Québec, on va s'attendre à ce qu'ils soient là en accouchement. C'est quoi la différence du milieu dans lequel ça se passe dans leur pays, tu sais, parce que ça fait partie aussi, c'est-à-dire que pour l'avoir vécu, si le père n'est pas dans la salle d'accouchement, ici au Québec, c'est mal vu, là. Fait que ça en est un sujet très particulier. Puis moi, je peux dire que pour avoir accompagné des pères de partout, j'en avais des papas qui me diraient « je veux pas », puis finalement osaient rentrer. Et c'était magnifique de voir... je pense que c'est arrivé une fois dans tout mon parcours, un père qui finalement a fait « OK, non, je veux pas être là, je suis pas bien ». La plupart des autres ont fait « OK, je comprends ». C'est ça, tu sais, quand tu vois ce qui se passe, tu peux accompagner un petit peu, peut-être mieux comprendre après. Pas mieux accompagner, mais mieux comprendre. Mais on parle de ça peut être la même chose dans d'autres domaines, comme après, quand le bébé est là, puis que la famille, il y a certaines familles qui vont être très impliquées aussi, les grands-parents, la famille élargie qui veut prendre pas mal de place. Ça aussi, il y a des pères qui doivent se préparer à ça. Oui, puis il y a surtout dans les papas qui viennent de l'extérieur, là, les familles qui viennent de l'extérieur, souvent, ils n'ont pas de famille proche. Donc, le papa va prendre une place qu'il n'aurait pas pris dans son pays d'origine. Donc, tu sais, souvent, si je parle de certains pays en Afrique, la famille, la mère, la grand-mère, les sœurs vont être beaucoup autour. Puis,
quand ils arrivent ici, ils sont le couple ensemble. Ben, papa, il va prendre une place qu'il n'aurait peut-être pas pris là, dans son pays d'origine. Oui, puis ils vivent l'enjeu face à leur propre famille. Tu sais, nous, je pense à un papa qui était avec nous dernièrement dans nos groupes. Tu sais, leur famille est en Europe. Puis là, lui, il se sentait, tu sais, sa femme et lui souhaitaient avoir des moments seuls au départ avec le bébé. Mais là, la famille va venir d'Europe puis va repartir. Donc, la pression que ce papa-là avait de dire comment je vais dire à ma mère qu'elle ne peut pas peut-être autant voir son petit-fils ou sa petite-fille et ma blonde. C'est toute une pression, ça aussi, chez un papa, là, quand la famille est ailleurs et tout ça, parce que c'est lui qui sent qu'il a la responsabilité de gérer un peu là, les visites. Là. C'est tout un enjeu qui est là, qui n'est pas évident, effectivement. Et un autre enjeu qu'on a de la difficulté à imaginer quand on n'est pas encore père ou parent en général, c'est la conception du temps. Hein? À quel point il va filer vite le temps. Ça, je pense, Benoît, c'est une de tes spécialités, à préparer les pères sur le manque de temps puis la gestion. Oui, bien, j'ai un bel outil que j'utilise. En fait, ce qui arrive souvent, pour ceux qui ne viennent pas à nos rencontres, là, puis on le voit, après quelques mois, là, ils attrapent un mur parce que je pense qu'il ne s'était pas imaginé comment ça se passerait. Puis, bon, j'utilise une espèce d'assiette, là, une assiette en carton qu'on divise. Puis là, je leur dis au père, bon, ça ressemble à quoi, là, ton temps actuellement dans une semaine? Fait que là, on divise ça en pourcentage à peu près. Là, bon, je passe du temps avec mes amis, je fais du vélo, on sort, moi puis ma blonde ensemble, on dort, on va au travail et tout ça. Puis là, après ça, je leur dis, bon, je prends une grosse partie de l'assiette, là, je l'enlève, là, je leur dis, bon, ce temps-là, il disparaît parce que bébé arrive, puis bébé va avoir besoin de toi. Donc, comment tu répartis ton temps? Est-ce que tu enlèves des trucs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir vous soutenir pour te permettre de faire des trucs que tu dis, non, ça, je veux pas toucher à ça, ça en va de ma santé mentale si je continue pas à faire tel truc. Donc, tu sais, j'essaie avant qu'ils attrapent le mur, là, de les conscientiser à hey, ton enfant, là, il va avoir besoin de toi, puis ta routine de vie, elle va être complètement différente. Il y en a qui se préparent bien à ça, mais il y en a qui c'est les yeux s'écarquillent. Oui, l'enjeu, Ouais. les deux assiettes. Tu sais, souvent, là, moi, j'arrive, je dis, OK, mais tu as la chance là, d'avoir cet outil-là avant. Va jaser avec ta blonde, là. Regardez vos deux assiettes, puis regardez ensemble qu'est-ce que, tu sais, justement, ça en a un autre aussi, des ballons, de dire, ouais, mais moi, je fais de la musique, mettons, puis je vais retourner au local rapidement. C'est l'enfant qui va s'adapter à nous, hein, à notre horaire. On entend ça parfois. Effectivement, c'en est un autre sujet, mais il y a le passage obligé d'adaptation qui n'est pas clairement tout de suite, là. C'est long, là. Tu sais, c'est pas tout de suite que toute la famille, les licornes, etc. Puis ça, je dirais que c'est une des choses que souvent les pères vont me dire, c'est comme que vous nous ayez poussé un peu à peut-être aborder le sujet d'une façon, tu sais, quand c'est sur une assiette, puis que c'est moins toi puis moi, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, ça, c'est nous, là, puis bientôt, il va y avoir entre nous un nouveau bébé avec beaucoup de besoins. Comment on partage tout ça? C'est un peu ça aussi. Avant d'être dans la crise et fatigué, puis de patience. C'est ça, exactement. Puisque vos rencontres servent à parler des vraies affaires, on va aborder le sujet tabou pour beaucoup de nouveaux parents, c'est-à-dire la sexualité ou l'absence de sexualité pendant un petit bout de temps. Est-ce que ça ressort, ça, dans vos rencontres? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce qu'il y a des craintes? Il y a des craintes, puis en fait, souvent, c'est un sujet qui ressort un peu après, là. Quand les premiers mois arrivent, là, moi, j'anime, j'ai la chance d'animer et des groupes de mamans et des groupes de papas. Puis souvent, après l'accouchement, là, dans le postnatal, on pose une question au papa là, après quelques mois. Qu'est-ce que tu aurais besoin, toi? Puis là, souvent, ils disent, moi, j'aurais besoin de temps avec ma conjointe, qu'on passe du temps seul, en intimité, tout ça. Puis je pose la même question aux mamans. Qu'est-ce que vous auriez besoin, les mamans? Puis les mamans qui sont très en proximité avec bébé, ce qu'ils veulent, c'est du temps seul. Donc là, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Hein? Donc, on a un désalignement, puis souvent, ça va créer de la frustration. Fait que il y a plein de façons là, dont on amène ces sujets-là parce que, bon, c'est pas l'intimité, c'est pas juste la sexualité, ça peut être plein d'autres choses, la reconnaissance et tout ça. Puis, oui, bien, ça fait peur. Moi, tu sais, dans mon parcours, je dirais que ça a été souvent en prénatal un des sujets qui déjà faisait des
tu sentais la fragilité là, des deux, le couple en avant de moi, parce que ça reste, tantôt tu l'as présenté puis tu as dit l'absence de sexualité. Fait qu'on s'attend un peu à ça, on se prépare à ça, mais on ne sait pas trop ça veut dire quoi, l'absence de sexualité. Tu sais, c'est plusieurs raisons, puis c'est sûr qu'on entend souvent, on entend souvent en tout cas. Moi, je trouve qu'il y avait un enjeu avant. Si je vois ma blonde accoucher, je vais encore avoir du désir? Si je vois son vagin avec le bébé qui sort de là, etc. Tu sais. Fait que oui, il y a ces questions-là qui vont être très, très concrètes. Moi, on m'a souvent posé cette question-là. Le père, mais si je la regarde sortir, ça va-tu avoir un impact ou non, etc. Mais ensuite, il y a toute une... Comme Ben vient de dire, c'est-à-dire que les besoins du gars et du papa et de la maman vont souvent être très différents. L'enjeu de la fatigue, la mère qui allaite, qui a ses seins sursollicités 24 heures sur 24, est-ce que des fois, la mère elle a le goût, mais c'est le père qui ne va pas oser aller parce qu'il se dit non, et vice-versa. Ça, c'en est un sujet qui, à mon avis... même durant la grossesse, j'imagine, il y a des pères qui sont peut-être... Grossesse, il y a des femmes qui ont une libido... excessive, puis le gars, il sent hyper mal, il a peur de faire mal au bébé, etc. Il y a d'autres contraires, c'est la femme qui n'a pas de libido, puis lui, le gars, il est complètement en admiration envers... Tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de tabous. C'est très, très varié, les enjeux de l'intimité, de la sexualité. Puis des fois, les deux, le couple, veulent... Puis ils n'y arrivent pas. Même si, tu sais, des fois, ils ne veulent pas ou un des deux n'est pas rendu là. Oui, ils veulent, puis ils s'endorment avant. Ils s'endorment avant, sont épuisés. Ils pensent que là, il y a un petit moment à eux, puis bang, le bébé pleure, il y a une dent, il tombe malade, etc. Puis des fois, on parle entre eux. Puis je pense que ça aussi, si on en jase d'avance, on risque de pouvoir en rire un peu plus ensemble. Tu sais, moi, je dis, si vous réussissez à en jaser, puis à rire puis en parler ensemble. Le pire, c'est quand ça devient qu'il y a un fossé du silence qui se crée. C'est complexe, hein, être parent? C'est pourquoi les rencontres semblent très utiles. Mais, tu sais, vous avez la chance de jaser, tu l'as dit, Marie-Josée, avec des gens qui sont déjà motivés, engagés, qui sont venus à vos réunions, là, à moins d'avoir été poussés de force, mais je pense pas que ce soit la majorité. Mais pour ceux qui n'iraient pas, là, ou qui ne sont pas allés, qui n'ont pas eu la chance d'y aller, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil? Ben, tu sais, je pense que tout ça est en train de changer. Là, l'espace qu'on fait aux papas, puis à tous les types de papas aussi. Tu sais, tantôt, on abordait un peu ce sujet-là. Tu sais, à l'organisme, là, je pense que les parents, ce qui ont de plus en plus de besoins, c'est pas des spécialistes qui sont là pour leur dire quoi faire exactement, mais ce qu'on crée un peu via ces rencontres-là, c'est des discussions. Donc, ils vont prendre les... Tu sais, un père va dire un truc, l'autre père va rebondir, un va dire « Ah ouais, ce qu'il a dit, c'est vraiment intéressant. » Fait que c'est... tu sais, souvent, ça peut faire peur. Je l'entends, là. Tu sais, des fois, je parle à des mamans que je croise. « Ah, je vais essayer de contacter ton chum ou il devrait venir. Tu vois, c'est super intéressant. » Mais des fois, ils sont encore réticents, les papas, parce que c'est quelque chose de nouveau, là, tout ça, je pense. C'est, tu sais, nous autres, là, qu'on ait un local pour les papas, juste pour eux, un safe space où ils peuvent discuter, c'est pas... on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Tantôt, Marie, elle parlait dans les hôpitaux, on s'adresse pas encore beaucoup aux pères. Donc, je pense que la roue, elle tourne. On voudrait qu'elle tourne plus rapidement, mais il faut se laisser le temps, je pense, de laisser le temps aux pères d'apprivoiser là, toutes ces nouvelles façons-là. Se questionner, moi, je leur dis tout le temps, tu sais, moi, j'ai pas la vérité absolue. Je sais pas ce qui est vraiment bon pour toi. Pose-toi la question, réfléchis. Puis si tu entends quelqu'un qui dit quelque chose qui goûte bon, prends-le puis retiens-le. Mais si quelqu'un te donne un conseil, tu sais, les conseils, il y en a tout le monde. Là. S'il n'est pas bon, le conseil, puis tu ne l'aimes pas, prends-le pas. Tu as le droit. C'est toi qui vas décider. De plus en plus, tu vas décider pour cet enfant-là. Tu vas décider, il va manger végétarien, vas-tu manger, aller à telle sorte d'école, qu'est-ce qu'on fait, on ferait-tu les vaccins, etc. Mais à la base, il faut prendre le temps de se faire confiance, de se poser des questions. Oui. Fait que même si tu ne viens pas à nos rencontres prénatales, donne-toi l'espace, jase avec ton collègue de travail avec qui tu aimes ça quand il parle de ses enfants. Pose-y des questions. Vas-y, moi, je pense qu'il faut
oser en parler, il faut oser poser des questions. Puis vous avez le droit de kicker un peu plus fort puis de dire comme « Hey, je veux trouver comment, c'est quoi qui me fait du bien, moi, là? » Moi, c'est ça que je donne comme conseil. Mais tu sais, tu posais la question, bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire au père? Il faut juste oser. Je pense que c'est le mot que je dirais, là, oser. Bien, je comprends que les gens restent après les réunions pour continuer à jaser parce que là, moi, j'aurais jasé avec vous autres pendant des heures et des heures. C'était très éclairant. Je vous félicite pour ce que vous faites en espérant que ça influence plein de papas à aller poser leurs questions, à parler de leurs doutes, leurs craintes, à voir ce qui s'en vient. Puis je vais donner encore le nom de votre organisme. C'est Entre maman et papa, même s'il doit exister aussi d'autres rencontres à travers le Québec. Plus on parle de la paternité, mieux c'est. Exactement, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à notre micro et merci pour ce que vous faites. C'est ce qui conclut notre épisode de Histoire de père, un balado de Naître et grandir produit en collaboration avec la maison de production Grand Public. Je vous invite à poursuivre l'écoute en découvrant les autres épisodes de ce balado sur votre plateforme audio préférée ou sur notre site naîtreetgrandir.com/balado. Je m'appelle Louis-Simon Ferland. Au nom de toute l'équipe, merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour d'autres Histoires de père.